Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast et surtout de cette série exclusive Go 2023 avec tous les conseils pour optimiser votre marketing et votre vente pour l'année prochaine et largement les années au-delà d'ailleurs. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Thomas Rivol. Thomas, c'est la personne spécialiste sur tout ce qui est vente en B2B, parce que c'est vrai que c'est un podcast qui est B2B ici, et qui, on en parlait juste avant, dépasse largement juste la vente, c'est-à-dire le closing, mais il est capable d'optimiser la vente dès le départ de la relation client. Est-ce que je me trompe ou j'ai bien résumé? C'est exactement ça. Déjà, merci Sandy pour l'invitation. C'est très cool d'être sur ce podcast. Merci Et à toi. écoute, exactement, c'est bien résumé tout le scope global de la conversion. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va bien s'amuser. Beaucoup, beaucoup de choses. Et en plus, moi, je t'en parlais, la conversion, c'est vraiment, on va dire, une partie de l'expérience client dont j'avais très, très envie de parler parce que souvent, c'est hyper négligé. C'est genre, c'est bon, on l'a fait rentrer dans le tunnel, ok, limite, on n'a plus rien à faire. Alors en fait, non, c'est là où tout commence. C'est-à-dire qu'il faut arriver tout en bas et le convertir. Mais ça, on va avoir l'occasion d'en parler parce que voilà, je vais te bassiner avec toutes mes questions. Donc, trop cool de t'avoir avec nous. La première question que j'ai envie de te poser, Thomas, c'est est-ce que cette année, donc en 2022, l'année écoulée, tu as remarqué des changements dans ta pratique, dans la vente et bien sûr la vente élargie, comme on l'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé cette année qui pourrait être notable selon toi? Ouais, il y a eu une grosse prise de conscience sur la thématique de contenu. C'est-à-dire qu'avant, en fait, on voyait la vente comme un truc, le vendeur va vers son prospect. Et en fait, il y a eu une sorte de shift, notamment lié à LinkedIn. Alors, je pense que j'ai une vision biaisée parce que je suis beaucoup dessus. Donc forcément, j'ai un prisme qui est limité, mais je le vois au sens global sur plein de boîtes que je peux accompagner. En fait, avant, donc, on allait vers le prospect, et maintenant, on commence à réfléchir à de la valeur. C'est-à-dire, en fait, comment on peut le faire monter en maturité, comment on peut lui apporter de la valeur. Et je pense que ça répond à une problématique très simple, c'est que tout le monde prospecte, que tous les prospects sont sursollicités en permanence. Et maintenant, ce qui fait la différence, alors je t'en parlerai un peu plus tard, mais c'est la fameuse équation de la vente qui fait rentrer maintenant une notion et de valeur et de confiance, qui n'est pas forcément avant. Alors la confiance, il y avait toujours un peu cette notion avant, mais la valeur, c'est juste la valeur de l'offre. Et maintenant, on parle de la valeur au sens global, c'est-à-dire en fait, oui, je vais bosser avec des boîtes en B2B, mais je vais bosser avec les boîtes qui m'ont apporté le plus de valeur, qui m'ont le plus conseillé. Donc voilà, c'est un gros shift et je suis très content en vrai que ça arrive parce que je pense que ça finalement, on parle de valeur, ça apporte de la valeur justement à tout le monde. Ça fait monter un peu les marchés en qualité et ça pousse chacun à créer un contenu de plus en plus quali. Donc ouais, gros shift. Et en vrai, je pense que c'est le meilleur shift qu'on ait pu avoir sur les 5 6 dernières années, voire les 10 dernières années. Je suis hyper content de voir ce truc se passer. Eh ben moi aussi carrément. Et alors, ce que je vais juste rebondir sur un truc que tu disais et, euh, et c'est vrai que moi je l'avais jamais formalisé comme ça, mais je le pensais. C'est le fait de dire c'est ton offre et en fait ton offre elle commence pas à partir du moment où ton client il paye et il a signé. Ton offre elle commence dès le départ. Et, Clairement. et ça c'est un truc, c'est clairement un truc un peu nouveau quand même. Ah, mais clairement. Et je pense qu'en fait, donc tu vois, dans l'offre, en fait, il y a toute la valeur que tu vas délivrer, il y a ton personal branding, il y a plein de choses qui se passent. Et ce qui est drôle, c'est que la plupart des boîtes qui gagnent en ce moment, c'est les boîtes qui l'ont compris. Et c'est les boîtes qui vont t'arroser de valeur. Alors, je parle pas forcément que de LinkedIn, même si nous, notre audience, elle est beaucoup dessus. Mais au sens global, tu vois, par exemple, tiens, exemple tout bête, l'Emlist, pour pas parler du coup que des solopreneurs, freelance, etc. L'Emlist qui a une croissance folle, quand tu regardes bien leur stratégie, oui, ils prospectent un peu, mais ils sont full valeur. Ils te délivrent des conseils, ils ont un blog avec les meilleurs templates de cold emailing. Enfin, tu vois, en fait, ils t'abreuvent de valeur, ce qui fait qu'en fait, à produit égal, tu vas aller vers eux. Parce que Bah oui, tu sais. parce que finalement, d'une certaine manière, tu es déjà engagé en fait. Exactement. Et oui, oui, enfin, en vrai, pour moi, tu vois, je trouve que c'est un truc extrêmement intéressant. Et ça inverse ton rapport à la vente. Le prospect se sent moins agressé, puisqu'en fait, il chope de la valeur tout le temps. Et finalement, c'est quasiment de l'inbound, en fait. Enfin, tu vois, je trouve qu'en fait, il y a un shift dans le sens où, en fait, on voyait vraiment inbound, outbound séparés. Donc, tu vois, ta prospection et la création de contenu pour attirer des prospects à toi. Et maintenant, les deux sont en train de se mélanger de plus en plus. Le market et le sales, d'ailleurs, se mélangent aussi de plus en plus. Tu sais, leurs indicateurs de Ah oui, performance, ils sont de plus en plus liés. il était Euh, temps, hein, quand même. Ouais, mais clairement, mais clairement. Et moi, ça m'a toujours fait marrer en vrai, les silos, tu sais. Ouais, ça c'est du sales, ça c'est du market. Et puis Euh, surtout, faut pas se mélanger, hein. ouais, mais Mélange pas les torchons et les serviettes. c'était ouf, tu vois. Et donc moi, après, pour le coup, par expérience, en fait, j'ai fait que monter des boîtes depuis 10 ans et j'ai eu qu'une seule expérience en startup où je bossais chez Kimono. Et j'ai bossé du coup en tant que sales et après à manager l'équipe des sales. Et en fait, chez Kimono,
le market et le sales, c'était la même chose, quoi. Tu vois, c'était les mêmes Bah, ils objectifs. bossaient ensemble, en tout cas. Tu vois, on bossait ensemble. Et donc, en fait, j'ai une vision un peu biaisée, mais de ce que je vois sur les personnes que j'accompagne, quand je parle parfois à un sales d'une thématique market, on me dit, ah non, 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 ça, c'est le market. Et quand je parle au market, on me dit, ça, c'est les sales. Alors qu'en fait, pour moi, tu as un moyen intelligent de lier un peu les deux. Et souvent, en fait, tes objectifs, ça va être quoi? Ça va être de créer du contenu pour faire monter en maturité ton prospect. Donc, oui, c'est du market, mais ça va t'amener un taux de conversion plus élevé. Donc, c'est du sales, finalement. Puis ton sales, son but, c'est de faire de la conversion. Mais potentiellement, pour convertir, il aura besoin de se créer un branding, etc. Donc, ça va être du market. Donc, tu vois, tout est un peu mélangé. Et je trouve ça cool, en fait, d'avoir maintenant des jobs un peu plus hybrides, des approches plus hybrides. Tu vois, je trouve ça plus sympa. Ah oui, moi je trouve qu'en tant que marketeur, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on voit aussi beaucoup plus l'impact de ce qu'on va pouvoir faire, de ce Ouais. qu'on va pouvoir proposer, des actions. Et non, c'est super intéressant. Et peut-être qu'en 2022 aussi, je ne sais pas si c'est ce que tu penses aussi, on voit de plus en plus quand même les marketeurs et les commerciaux se parler. Ouais, ouais, clairement, clairement. Et Non, mais je pense continuer, hein, d'ailleurs, faut continuer. bien sûr, bien sûr. Non, mais je pense qu'en fait, tu vois, ils ont compris une chose essentielle, c'est qu'en fait, leurs objectifs sont liés. Alors, le seul truc qui est compliqué pour le voir de manière transparente, c'est qu'en fait, quand tu es marketeur, tu as un objectif souvent de notoriété, de visibilité. Tu vois, au sein de ta boîte, on te dit, bon, bah, tu dois faire tu dois produire tant de contenu, faire tant de visibilité, etc. Et quand tu es sales, en fait, tu dois ramener du chiffre d'affaires. Donc, tu dois closer des deals. Et du coup, en tant que sales, tu es commissionné par rapport au chiffre d'affaires que tu rapportes. Là où en tant que marketeur, t'es pas forcément commissionné sur ce que tu rapportes. À la limite, tu Non. as un objectif de perf, tu vois. Et je pense qu'à mon avis, alors ça va être très compliqué, et je parle pas du tout en tant qu'expert, parce que je suis loin d'être expert en thématique RH, de gestion des coms, etc. Tu vois, j'ai une toute petite équipe et c'était que des sales. Mais je pense qu'on a intérêt à aligner un peu plus les À objectifs. incentiver un peu plus les Et marketeurs. exactement, mais de ouf, tu vois. Ben alors, tu sais quoi, j'ai tué à une grosse confidence. Moi, quand j'étais dans mon dernier job salarié qui remonte quand même, hein, c'était avant 2010, ouais, non, c'était déjà 2010, et ben, j'étais au marketing et j'avais réussi à faire intégrer dans mes objectifs que si par mes actions, je générais des leads qui convertissaient, j'avais une prime. Et à cette époque-là, on m'avait dit oui, et j'avais du coup, en fait, bah, c'est hyper motivant, quoi. Ouais, c'est Donc hyper j'avais cool. prospecté sur LinkedIn d'ailleurs à l'époque et ça avait permis de... bah ouais, pourquoi pas, hein, ça existait déjà, hein. Et ça avait permis de décrocher des contrats et j'avais été incentivée dessus, quoi. Donc Ouais, moi je pense que c'est tout à fait possible. Alors peut-être que la boîte était un peu en avance sur son temps là-dessus, ouais. mais Je pense que, je suis ouais. d'accord avec toi. Je dis pas que je suis d'accord. Je suis d'accord aussi que je ne suis pas spécialiste RH du tout, mais pourquoi pas ouvrir une petite porte là-dessus. Non, mais je pense que tu as aussi une question après aussi de taille de boîte. Donc, je sais pas quelle taille faisait la boîte dans laquelle Non, tu étais. c'était une PME. Voilà. Et en fait, je me dis, le jour où tu as 200 personnes qui sont sur le market et sur le sales, c'est peut-être plus compliqué de faire rentrer ce type. Enfin, tu vois, tu as une question aussi d'agilité par rapport à la taille de la boîte. C'est pour ça que je m'avance pas trop sur la thématique. Mais quoi qu'il en soit, en termes de conviction et sur ma vision, tu vois, du market et du sales, ça me fait kiffer de voir des trucs de plus en plus hybrides et qu'on comprenne cette logique. Où en gros, le sales, c'est plus le bourrin qui va contacter ses prospects à froid. Et c'est aussi un mec ou une nana qui va bosser avec le market. Et de l'autre côté, le market, c'est pas simplement on fait de la visibilité, c'est on pense conversion. Tu vois, on réfléchit Et en fait, quand tu regardes bien, on en parlait juste avant, mais moi, le B2C, j'y connais que dalle. Mais je me suis un peu intéressé aux mécaniques, surtout sur la partie e-commerce. Et en fait, le but du market, c'est de faire des ventes. Oui, Donc bien pourquoi sûr. sur un B2C, le but du market est de faire des ventes, ce serait pas pareil en B2B, tu vois, il y a un truc qui déconne. Alors, on n'aime pas le B2C, bon, on va dire, on fait un coming out, ok, ça ne nous intéresse pas plus autant que le B2B. Mais par contre, en B2B, on a clairement beaucoup à apprendre du B2C. C'est-à-dire on a toujours Clairement. un peu un train de retard quand même, hein. Ouais, Ce qu'on est clairement. en train de vivre aujourd'hui, c'est déjà en place dans le B2C depuis quelques années. Donc, Ouais, on ouais, va pas clairement. trop leur tirer dessus. Ok. Mais on va quand même pas en faire. Non, en vrai, on tire pas dessus. C'est que moi, je sais qu'à titre perso, je préfère le B2B, puisqu'en Moi fait, tu aussi. échanges avec des personnes réelles, généralement. Alors, sauf sur des SaaS où du coup, tu as 4000 clients à 5000 clients, mais pour moi, en B2B, tu as une autre approche qui, pour moi, est plus quali dans ton approche par le contenu, dans ton approche de la vente, etc. Et tu as plus d'interactions réelles avec des personnes, c'est ce qui me fait kiffer. Tu vois. En fait, en B2C, tu peux avoir 20 000 clients, mais jamais avoir vu la tronche d'un seul d'entre eux. Et c'est ce Bah qui oui. me fait. Mais sinon, c'est cool, hein. Ouais. Ma prochaine question, c'est peut-être un peu plus technique. Et si tu as des exemples, ce sera bien volontiers. C'est actuellement, qu'est-ce que tu estimes qui fonctionne le mieux? Alors, soit pour toi avec The Sales Lab, soit pour tes clients. Alors, j'imagine que vous n'avez pas tous la même typologie, hein, que toi, tu as tes typologies d'entreprise et tes clients, bah, ça peut être comme toi ou différent. Est-ce que tu identifies quelque chose qui actuellement donne de bons résultats, vraiment de bons résultats? Tu veux dire sur la conversion?
Je veux dire ouais, sur la conversion. Bah, en fait, c'est simple. Je te parlais d'une équation tout à l'heure en teasing un peu. C'est maintenant que je vais la sortir. J'aurais dû enregistrer tout ce que tu as dit avant. Non, en fait, mais pour moi, il n'y a pas une action qui donne de bons résultats. Il y a la compréhension justement de cette équation. Et en fait, cette équation, c'est l'équation classique de la vente. Alors, je sais que ton audience, du coup, est plus tournée vers le marketing, mais Non, vers la vente aussi. Non, non, voilà, clairement. ça va être lié. L'équation de la vente, c'est valeur plus confiance égale vente. Il faut l'avoir comme une équation. Pourquoi une équation? C'est qu'en fait, si tu veux, plus le prix est élevé, plus la valeur de la vente est élevée, plus il faut qu'il y ait de valeur et de confiance sur la table. Et en fait, quand tu comprends cette équation, tu te dis, mon but, c'est pas simplement de vendre et de closer. Et d'ailleurs, c'est pas du tout de vendre et de closer. Mon but, c'est de mettre assez de valeur et assez de confiance sur la table. La valeur, en fait, c'est la valeur réelle plus la valeur perçue. Donc, la valeur de ton offre, la valeur de ce que tu proposes. Et la valeur perçue, c'est ton personal branding, le contenu que tu vas délivrer sur les réseaux, etc. Ça, c'est la première brique. Et la deuxième brique, c'est la confiance. La confiance, en fait, quand tu vas rencontrer n'importe quel prospect qui ne te connaît pas, moi, je pars d'un principe très simple, c'est que sa jauge de scepticisme, elle est au top du top. Sa jauge de confiance, elle est au plus bas. Et ton seul but pendant le call, c'est d'inverser ce rapport. C'est en fait de faire monter la confiance. Et donc le jeu, et c'est ça qui change la donne, c'est qu'en fait, quand tu prends ça comme une équation, tu te dis, mais comment je fais en amont de mon call de closing ou de mon rendez-vous découverte pour faire monter la jauge de valeur et monter la jauge de confiance. Quand tu comprends ça, tu changes ton approche de la vente et tu passes par du contenu de qualité, tu passes par une recherche des problématiques de tes prospects, tu vois. Tu te poses les vraies questions en mode, oui, j'ai un produit à vendre ou un service à vendre, mais comment je peux faire pour me positionner en tant que, alors expert, je sais que j'aime pas ce terme, mais en tant que spécialiste de la thématique et pour déjà apporter de la valeur. Et en fait, tu vois, c'est un truc qui est assez marrant, parce que la plupart des personnes que j'accompagne, en fait, j'ai deux types de personnes que j'accompagne. Il y a donc soit des freelances, solopreneurs, etc., soit du coup des sales, des upsales, et parfois quelques marketeurs, mais c'est plutôt rare, c'est plus des sales, tu vois. Et en fait, ces personnes-là, très souvent, sont pas à l'aise avec la vente, même les sales. C'est-à-dire qu'en gros, on me dit, je kiffe le produit, mais quand il s'agit de vendre et de closer, je suis pas à l'aise parce que je me sens un peu en mode forceur ou forceuse, tu Oui, vois, j'aime pas ce truc-là. Et je trouve que quand tu prends en compte cette équation, tu revois un peu ton rapport à la vente et tu es super à l'aise. Parce qu'en fait, ton but pendant le call, c'est pas de vendre ton produit, c'est juste d'identifier est-ce que ton prospect a reçu déjà plus de valeur ou plus de confiance et quel va être ton job pendant le call. Est-ce que ça va être de remettre de la valeur sur la table parce qu'il a déjà confiance en toi et qu'il te suit ou qu'il suit ta boîte depuis 3 ans, ou est-ce que c'est l'inverse? En fait, la personne a capté la valeur, donc a booké rendez-vous avec toi. Par contre, elle te connaît ni dev ni d'Adam. ouais. Donc, comment tu peux faire en sorte de mettre de la confiance? Et du coup, en fait, ça change un peu ton rapport au closing. Tu te dis pas, j'ai mon argumentaire, j'ai tous mes biais cognitifs, j'ai toutes mes techniques, faut que je fasse une masterclass et qu'à la fin, ça signe et ça paye tout de suite. Donc, ça change ton approche et du coup, tu es beaucoup plus à l'aise. Donc, pour revenir à ta question, la best practice pour moi, et j'ai le sentiment, encore une fois, c'est ma vision des choses, c'est de comprendre cette équation. Et une fois que tu as capté ça et que on va dire que tu vis par ça, ça change complètement ton rapport à la vente et ton taux de conversion augmente systématiquement. Je le vois systématiquement. Tous les taux de conversion augmentent quand tu captes ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on est dans un monde de bisounours, c'est qu'il ne faut pas closer. Oui, il faut faire du chiffre. Oui, il faut faire de la croissance. Oui, le but, c'est de faire de plus en plus. Je suis le premier à en parler. Je suis le premier à parler de performance. Je kiffe ça. Mais quand tu comprends ce truc-là, tu fais plus de perf. Alors que pourtant, tu n'es pas en recherche de closer 100% des personnes que tu es en call, tu vois, Non, à l'arrache et en c'est pas forçant. trop atteignable en plus. Ouais, Pas du mais par tout. contre, moi, c'est un discours que j'ai très souvent, bah, notamment avec des prospects, c'est de leur expliquer aujourd'hui, juste générer du lead pour générer du lead, bah, ça sert pas à grand-chose si derrière tu closes pas, ou du moins si derrière la transformation se fait pas. Et finalement, les investissements qui sont nécessaires pour faire du lead, pour en générer, c'est comme laisser couler l'eau dans ta baignoire. Si derrière, tu n'as rien pour tenir l'eau, bah, ça va juste fuiter un max. Alors que si en comprenant, alors moi j'aime bien ton idée de l'équation de la vente, si en utilisant l'équation, c'est bien ça, hein, l'équation de la vente, hein, Ouais, ouais, carrément. tu arrives à passer, je sais pas moi, de closer 5 sur 10 à 6 sur 10, tu n'auras pas fait vraiment plus d'efforts, ça t'aura pas coûté beaucoup plus cher, mais par contre, ça te fait gagner beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire que ton coût d'acquisition client va réduire. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on pense toujours à je vais injecter plus, je vais injecter plus, on pense pas à retenir plus. Ouais, clairement. Non, mais en fait, tu vois, on va dire en révélation, je kiffe bosser, je kiffe mon job, j'adore le sales, c'est ma passion, etc. Mais je suis un gros flemmard. Et en fait, le fait d'être un flemmard, ça fait que tu vas rechercher des mécanismes pour faire autant ou plus en bossant moins. Ah, bien sûr. Et à l'époque, je m'étais dit, mais ouais,
10 rendez-vous bookés par jour, mais ils sont pas qualifiés. Les gens ne connaissent pas. Et tu vas en closer, si tu es bon, allez, peut-être 2 ou 3. Et sur plein de boîtes que j'accompagnais, je me suis rendu compte que c'était ça. En fait, tu avais un gros taf qui était fait en acquisition. On faisait, tu vois, des campagnes d'outbound, machin, du gros hacking, machin. Donc en fait, les mecs, ils étaient full lead. Je dis les mecs et les nanas, tout le monde était full lead, tu vois. Mais après, derrière, les closers, ils se bouffaient des portes. Parce qu'en fait, les leads n'étaient pas traités, pas qualifiés, ils n'étaient pas nurturés, enfin, tu vois. Et je me suis dit, c'est quand même con, parce que les gens bossent comme des fous, c'est-à-dire, en fait, le market, les gens du market bossent comme des dingues pour générer des leads. Les gens du closing et du sales bossent comme des dingues pour closer. Mais en fait, la perf, elle n'est pas du tout optimale. Alors, tu vas closer 20% des gens. Et donc, en fait, c'est des efforts de ouf en termes de temps et au niveau financier. Alors, les finances sont importantes, mais pour moi, le temps est nettement plus important. Le temps que tu vas passer à faire un truc, c'est Bien extra sûr. précieux. Et c'est pas optimal. Et en fait, en réfléchissant à la méthodo, je me suis dit, on va essayer de traiter le truc différemment et d'avoir une approche où, en fait, alors, on va pas forcément être ultra niché. Tu vois, c'est compliqué quand tu es une boîte de te nicher. C'est beaucoup plus simple quand tu es freelance, tu vois, de te nicher sur un secteur particulier. Mais sans te nicher, tu vas te dire, je vais rebosser mes personas. Je vais essayer d'avoir plus de granularité, d'avoir une offre qui est plus tranchante. Et avant de passer en call de closing ou en visio, de découverte, je vais essayer de balancer du contenu pour justement commencer à alimenter un peu cette équation. Et en fait, tu te rends compte d'un truc, c'est que généralement, tu as moins de rendez-vous qui sont bookés, mais tu as beaucoup plus de closing. C'est-à-dire que ton taux de conversion est plus élevé. Et quasi systématiquement, et c'est pas une connerie, hein, quasi systématiquement, tu finis par faire plus d'argent, plus de chiffre d'affaires, en bossant moins. Alors, pas forcément en bossant moins, parce que on va dire que tu as moins de rendez-vous physiques, mais tu vas aussi créer du contenu, Oui. etc. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je préfère créer un contenu et le shooter à 20 000 personnes que me faire 20 000 visios et essayer de faire avaler mon... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un Ouais. truc en fait là-dessus. Et systématiquement, le taux de conversion évolue. Et c'est quand même dingue parce qu'in fine, tu bosses moins. En vrai, je pense que tu bosses moins. Tu bosses moins, t'es moins engagé, t'as pas 10 calls à faire tous les jours, etc. Tu auras peut-être que 2 3 calls, mais tu sais que sur les 3 calls, tu peux closer les 3. Donc, je trouve qu'en termes de ratio, énergie et temps dépensé pour retour sur investissement, moi, je vois le business que par ça. Tu vois, alors, de manière pérenne, tu vois, mais quel est le ROI de ce que tu vas faire? Parce qu'en fait, tu peux faire plein de trucs sur une journée, mais quand tu regardes bien sur 8 9 heures de boulot sur une journée, tu as potentiellement quoi? 3 4 heures qui sont ultra productives. Le reste, en fait, le ROI va être dégueu. Tu Absolument. sais, c'est le Pareto. Bah, le Pareto, il est réel, en Oui, c'est fait. 20%. Alors moi, ce que je trouve en plus intéressant, maintenant qu'on en discute, tu vois, c'est que l'avantage d'avoir toutes ces stratégies sur le contenu et comment je vais abreuver mon audience avec de la valeur, c'est que c'est réutilisable, c'est que tu peux recycler. Donc c'est en soi-même un investissement, un capital. Tu sais que moi j'appelle ça des actifs en fait. Et tes actifs, tu peux les faire vivre, tu peux les recycler. Alors que si tu te fais 20 000 calls, ben, en fait chaque call, tu vas apprendre bien sûr, tu vas un peu perfectionner ta technique, mais c'est quand même quelque chose qui était du one-to-one et pas du one-to-many ou du Ouais, one-to-few. Alors que tes contenus, ben, tu peux les améliorer, tu peux les recycler, tu peux les reformater, ça fonctionnera toujours. ouais, Bref, clairement. c'était Non, juste mais pour faire. clairement, c'est hyper juste. Et en fait, si tu veux, tu as un côté qui est exponentiel dans le contenu par rapport à ton audience et par rapport à ce que tu produis. En fait, si tu fais des calls à chaque fois, un par un, tu vois, bah, one by one, justement, euh, si tu veux, tu es limité dans la croissance de ta boîte, dans la croissance de ton chiffre, puisqu'en fait, tu vas être limité au temps que tu vas passer à faire des calls. Et ça, ce temps, en fait, tu peux pas le... Alors, tu sais, tout le monde veut scaler, tu vois, mais là, ton temps, tu peux Mais pas là, le il est pas scaler. scalable. Là, c'est pas scalable. Impossible. Alors qu'en fait, l'audience que tu vas créer à travers le contenu que tu vas générer, et encore une fois, hein, je parle pas que des influenceurs LinkedIn et des solopreneurs, etc. Pour moi, c'est vachement adaptable aux boîtes. Le temps que tu vas gagner en créant du contenu, ça va te permettre de faire scaler ton audience, ce qui veut dire que tu auras peut-être une partie de ton temps que tu vas passer du coup en one-to-one sur les gros deals, mais qu'il y a sûrement une partie de ton temps que tu peux passer de manière automatisée à closer des personnes sur des offres. Tu vois, en fait, c'est une audience qui te suit depuis un an et qui adore ce que tu fais. Et un an, c'est très peu. Ouais. Elle peut plus facilement acheter des petits produits ou des abonnements à des SaaS ou des machins, tu vois. Donc en fait, tu as un moyen de faire scaler ton business alors que tu peux pas faire scaler le temps que tu vas passer. Et encore une fois, c'est valable et pour les freelances solopreneurs, mais aussi pour les boîtes derrière. Et d'ailleurs, tu le vois, la plupart des boîtes qui ont des grosses stratégies de contenu. Alors oui, sur les SaaS, c'est hyper intéressant parce que justement, c'est ultra scalable, mais même sur du service, en fait, ça peut te permettre potentiellement à un moment donné de productiser ton offre, tu vois, et de rentrer que sur du étiquette. Enfin, tu vois, en fait, tu as un moyen de faire scaler ton revenu sans faire scaler le temps que tu passes à bosser. Et je trouve ça hyper cool. Ouais. C'est super intéressant. Alors.
J'ai une question un peu plus tournée vers, bon, moi je vais dire les 12 prochains mois parce que c'est déjà un horizon qui me semble très très loin, donc on va pas aller au-delà. Mais dans les prochains mois, qui seront forcément 2023, est-ce que tu penses euh, abandonner certaines techniques, augmenter en technique ou approche, euh, en intensifier d'autres? Quels sont les ajustements que tu penses faire dans les prochains mois? C'est une bonne question parce que c'est en plein dans ma réflexion du moment. En fait, je sais pas trop. Ce que j'adore faire, c'est tester des choses, tu vois, tester, itérer, etc. Et je pense qu'il y a plein de techniques qui vont arriver, se développer, se démocratiser, etc., qui seront intéressantes à tester. En revanche, j'ai une certitude, c'est que je vais doubler la mise sur le contenu, sûr et certain. Mais t'es Euh, déjà là, attends, t'es déjà à un niveau énorme. non, non, en vrai, non. En vrai, que dalle. En vrai, que dalle. C'est gentil, mais en vrai, que dalle. Je suis présent sur LinkedIn et tout. J'ai une audience qui se développe bien. On fait beaucoup de vues. On engage beaucoup et tout. C'est hyper cool. Mais en termes de contenu, je pense qu'on est à T'es à 10%. 20% de ce que tu veux faire. Ouais, en vrai, Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur des types de contenus, ou des formats que tu veux essayer ou... ouais, ouais. En fait, pour l'instant, pour donner un scope un peu global, c'est très simple. Je suis présent sur LinkedIn avec mon frère, parce qu'on bosse à deux. On fait environ 1,5 million de vues par mois, donc c'est quand même cool. On poste une fois par jour, tous les deux, du lundi au vendredi. Mais c'est, enfin, tu vois, c'est pas ouf. Et on essaie de pas reposter 2 fois la même chose. On tente, tu vois, de toujours aller, enfin, taper des thématiques nouvelles avec un angle nouveau, etc. Et à côté, on a une newsletter qu'on a lancée Ok. il y a un mois. On est un peu plus de 1000 personnes dessus, donc tu vois, c'est une petite newsletter, c'est pas encore énorme. Mais je vais attaquer d'autres sujets. Par exemple, tu vois, un podcast vidéo, ça me ferait kiffer aussi. Et je pense que ça pourrait apporter beaucoup de valeur à l'audience, parce que les gens ont beaucoup de choses intéressantes à dire, donc c'est toujours intéressant. Twitter, c'est hyper cool. Je sais qu'il y a un game énorme sur Twitter sur les prochaines années. Et pour l'instant, j'ai pas attaqué le sujet, donc je suis une brêle dessus. J'y connais rien, mais forcément, j'ai pas pratiqué, tu vois. Donc voilà. Donc je sais qu'il y a un game, et en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que la consommation des gens en termes de contenu est différente. Avant, j'étais convaincu qu'en fait, LinkedIn, fallait apporter full valeur dessus. Et je me rends vite compte qu'en fait, LinkedIn, ça devient plus un canal de découvrabilité où tu vas aller te faire découvrir, comme son nom l'indique, auprès de nouvelles personnes. Mais qu'en fait, si tu veux, de par le format et de par l'algorithme, tu es ultra limité dans le contenu que tu vas proposer. Au début, moi, en fait, je voulais vraiment rentrer deep sur un sujet, etc. Déjà, je sais pas si c'est 2500 ou 3000 caractères le max, mais tu peux pas rentrer de manière deep sur un sujet, c'est impossible. Et en plus de ça, l'algo te pénalise souvent quand c'est trop long. Les gens aiment bien les contenus courts avec des listes, des machins, etc. Et je regarde beaucoup ce qui se fait aux US. Alors oui, le marché est différent, l'approche est différente, la culture est différente, etc. Mais la plupart des personnes que je suis sont en mode découvrabilité sur LinkedIn. Ça, je te fais du contenu pour te dire un peu, pour Ouais. t'apporter une approche un peu nouvelle, changer un peu ta vision des choses, etc. En revanche, si derrière tu veux du vrai contenu, je t'envoie sur un podcast ou je t'envoie sur une newsletter. Et là, sur un podcast, j'ai potentiellement 1 heure, 2 heures, 3 heures pour rentrer deep sur le sujet. Et sur ma newsletter, ben, je peux te faire une newsletter de 12 pages. Tu vois. Et je trouve que enfin, cette approche, elle est cool. Parce qu'en fait, c'est compliqué de vraiment rentrer à fond sur un sujet de manière ultra détaillée, sur un post, sachant qu'en plus de ça, tu vas passer du temps à le créer, à créer ton contenu, etc. Mais puisque ça va être long et que tu vas essayer d'avoir une approche, on va dire, pas trop en mode hook, tu vois, pas trop accroché, vraiment te dire je vais apporter de la valeur, tu auras moins de visibilité. Donc en fait, tu vas perdre ton temps à créer du contenu qui va pas être lu. Donc maintenant, en fait, je pense que mon approche va changer. Ça va être LinkedIn, oui, de la valeur, mais en format très, quasiment un résumé, tu vois, de la newsletter. En mode, Une on parle de synthèse, ça, quoi. tu vois, ce point, ce point, ce point, ce point. Si tu veux en savoir plus, samedi 11 h, la newsletter sort, tu auras tout le truc. Bon. Donc, je pense qu'on va changer un peu l'approche, mais contenu. Contenu first. Et alors, nous, c'est spécifique pour le coup, parce qu'on faisait quelques calls de découverte qui n'étaient pas vraiment des calls de closing, tu vois. C'est des personnes qui étaient intéressées par ce qu'on faisait en formation, en conseil. Et notre but, c'est juste de voir si ça fit ou pas. Donc, c'est pas vraiment du closing. Donc, on n'aura pas grand-chose à changer là-dessus. En revanche, je vais essayer d'automatiser cette partie. Donc, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure de peut-être productiser un peu une partie et après de faire des calls sur nos offres high ticket, tu vois, ou sur la partie coaching, etc. Donc, c'est un business un peu différent et pas forcément très classique. Mais en tout cas, contenu. S'il y avait une chose à retenir pour l'année prochaine, contenu first. Le contenu. Ouais, contenu first et l'approche des plateformes. C'est-à-dire, en fait, voir certaines plateformes comme des canaux de découvrabilité et pousser ton contenu beaucoup plus loin. Parce que je pense qu'en fait, les gens veulent ça. Et ce qui va se passer, le shift dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui vont se mettre à créer du contenu. Donc, ça va être un peu le bordel.
mais tant mieux. Et ce qui veut dire qu'en fait, les gens vont chercher du contenu vraiment profond, vraiment intéressant et activable. Et en fait, tu peux pas, sur 20 lignes, Sur un lead, c'est un peu chaud quand même. tu vois, alors après, oui, tu as des super carousels parfois, tu vois, qui sont hyper activables, etc. Et tu as plein de contenus sur LinkedIn qui sont vraiment top. Et moi, ça me fait kiffer parce que mon feed, c'est un régal. Et pas qu'aux US, hein, en France aussi, tu vois, tu as des créateurs de contenu de ouf. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, si tu veux vraiment rentrer deep sur une thématique, tu peux pas, ça tient pas sur un post LinkedIn. Il faut que tu aies une autre approche, tu vois. Il faut que tu aies un podcast vidéo, une newsletter détaillée, un blog, j'en sais rien, où vraiment tu peux rentrer en détail sans te dire, j'écris pour l'algo et pour que les gens cliquent sur voir plus et lisent de ligne en ligne, tu vois. C'est genre, en gros, il y a une thématique, on parle de ça, et c'est comment je te défonce la thématique sur 10 pages, et à la fin, je te mets, tu vois, le résumé, tu dois faire ci, ça, je pense. Donc voilà le petit changement qu'on va apporter. Mais je suis ultra excité à l'idée de voir le contenu se développer et tout l'année prochaine. Enfin, je trouve ça fou, tu vois, ce qui est en train de se passer, c'est absolument dingue. Il y a plein de gens que ça emmerde, parce que tout le monde se lance sur LinkedIn, tout le monde se met à parler, etc. Mais moi, ça me fait kiffer, j'adore ça, tu vois. Bah, je suis super d'accord avec toi. Moi, je pense aussi que c'est très excitant cette période. Après, s'il y en a qui sont pas contents, bah, écoute, j'ai envie de te dire, ça c'est, tu pourras jamais empêcher d'avoir des gens qui sont pas contents. Donc moi, ma dernière question, tu as déjà répondu. Je vais quand même te la reformuler, mais c'est pas grave parce que c'était un super échange. C'était si tu avais un seul conseil à donner aux entreprises en B2B en 2023, quel serait-il? Je pense qu'on a la réponse. Ça devrait Ouais. être Attends, je vais essayer de la formuler différemment et de manière activable, parce que j'aime bien ça. et de manière active. Ah oui, vas-y, un bon challenge. En fait, c'est essayer de mieux connaître vos personas, vos ICP, alors, 10 000 termes, mais Persona, connaître. ICP, client Voilà, idéal, comme vous voulez. exactement. En fait, client idéal, c'est bien. En plus, c'est en français. Essayez de bien connaître votre client idéal. Et quand je dis bien le connaître, c'est pas juste, oui, Monsieur Michu qui dépense tant et qui bosse dans tel secteur. Non, c'est quelles sont ces problématiques au quotidien et quelles sont bien sûr les problématiques auxquelles vous pouvez répondre. Sinon, ça n'a pas de sens. Et en fait, quand vous connaissez ça, donc ce qui passe forcément par de l'appel, par de la découverte, par creuser chez ces personnes-là, creuser les motivations, et puis pas simplement se limiter à ce qu'on entend et ce que la personne dit, essayer de comprendre ce qui peut être caché derrière, enfin vraiment creuser ça. Et en fait, généralement, tu remarques que quel que soit ton business, en B2B, sur ton persona, il y a, allez, 4 5 problèmes qui vont ressortir. Et en fait, ton but, votre but, du coup, c'est de tacler ces problématiques par le contenu. Et en fait, souvent, quand je dis ça, on me dit, ouais, mais attends, c'est con, parce que si je vends du conseil et enfin, du consulting, de l'accompagnement, etc., je vais quand même pas révéler des techniques qui pourraient résoudre son problème si c'est ce que je vends derrière. Mais en fait, bien sûr que si. Puisqu'il y a un truc très simple, je pense, à comprendre, c'est que l'information, elle est fluide, et n'importe quelle info, elle est trouvée sur Google en 0,33 secondes. Alors, parfois plus, parce que bien sûr, il faut scroller, chercher du contenu, comparer, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beaucoup plus à gagner en donnant du contenu et en se mettant en avant justement parce qu'on aide ces personnes avant de leur vendre quelque chose, qu'en se disant non, non, moi, tout ce que je donne comme valeur, c'est gratos. Et c'est ça le pépin, c'est qu'en fait, souvent, on se dit, si je donne de la valeur et que c'est gratuit, c'est que ça va être de la merde. Parce que les vrais conseils payants, enfin, les vrais conseils sont payants. Et je pense qu'en changeant cette approche-là, en se disant comment je peux faire pour me placer en tant que partenaire numéro un de mes prospects, je dis prospects et pas clients, et généralement, quand on fait ça, on récupère plus de leads et plus de conversions. Donc, je pense que si j'avais un conseil, humblement, on va dire, à donner, ce serait ça, ce serait identifier bien vos personas, identifier les problèmes et essayer de défoncer un par un tous les problèmes, d'apporter un max de valeur avant de closer. C'est très important ce rappel et que tu es spécifié parce que par contenu, on n'entend pas des grandes démonstrations de comment mon produit est trop beau, il est trop parfait, toutes ses fonctionnalités par le menu et tous les témoignages clients les uns à la suite des autres. Bien sûr que le testimonial, c'est très important, mais pas à toutes les sauces et pas trop tôt. Pas trop tôt non plus, hein. Ouais. Donc le contenu, la valeur, c'est avant tout adresser des problèmes et commencer à donner au moins des débuts de solutions de par où je commence. Parce que parfois, on n'a pas plus besoin que par où je commence ou de par prendre conscience qu'on a un problème déjà. Bon, on va pas rentrer dans un cours sur la pyramide de conscience parce que sinon on va faire un autre podcast juste pour ça, mais c'est pas grave. Mais je trouve que c'est un super conseil et c'est bien d'avoir spécifié aussi que par contenu, on dit pas n'importe quoi comme contenu et donner de la valeur, c'est vraiment commencer dès maintenant à aider son prospect, même s'il n'est pas payé, même s'il n'est pas payant, pardon. Non, clairement. Non, clairement, je pense que c'est important. Et en vrai, je lance un challenge ou un pari. Euh, En moins de 2 mois, sur toutes les personnes qui nous écoutent, si elles commencent à rentrer, alors certaines sont déjà dans cette dynamique-là, tu vois, mais pour les personnes qui ne sont pas encore dans cette dynamique, je lance un pari maintenant, je ne sais pas ce que je parie, mais je parie quand même, qu'en moins de 2 mois, elles auront un impact sur leur conversion et sur la qualité des leads qui vont rentrer. C'est
absolument, C'est sûr et sûr. certain. Pour le coup, tu vois, depuis 1 an et demi, alors oui, j'ai accompagné beaucoup de personnes individuelles, donc des sales, des freelances, etc., mais j'accompagne aussi beaucoup de boîtes, et systématiquement, franchement, systématiquement, aussi bien sûr parce qu'à chaque fois, elles sont qualifiées et que je prends que les gens qui sont ultra déter, justement, pour créer de la valeur, etc., systématiquement, il y a un impact quand tu crées du contenu. Et ça, en fait, pour créer du contenu, tu n'as pas forcément besoin d'un coaching, tu peux commencer tout seul, en fait. Tu vois, tu te dis, si tu as un produit ou une boîte, c'est que tu as une expertise sur un domaine, c'est que tu connais très bien ton domaine et que tu connais les problématiques de tes clients. Donc, ce qui veut dire que demain, sans formation, sans coaching, sans rien, tu peux te dire, je crée du contenu, j'apporte de la valeur. Et ça, n'importe qui peut le faire. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, c'est un truc qui t'apporte un retour sur investissement à court terme et qui te coûte rien. C'est Du juste du temps. jus de cerveau et du temps. Alors, le temps est précieux, mais tu vois, jus de cerveau, quoi. Jus de cerveau, tu te lances et il n'y a que des bénéfices. À chaque fois, systématiquement. Donc, franchement, Et pari lancé. et ne pas stresser à l'idée qu'on va se faire voler son contenu ou ne pas Exactement. stresser à l'idée que ben, on aura tout donné, que la personne n'achètera pas. Personnellement, enfin, nous, chez My Marketing Experience, on a un blog depuis le début, donc ça fait 12 ans. On donne un maximum et on n'a encore jamais eu personne qui nous a dit j'achète pas parce que moi, j'ai déjà tout donné, quoi. Clairement, ouais, mais clairement, clairement. Et puis Ou d'ailleurs, alors c'est qu'ils n'avaient souvent, pas besoin de nous à la base, donc voilà. ouais, et tu vois, souvent sur l'accompagnement, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les personnes ne veulent pas de la valeur. Elles veulent, permets l'expression, un coup de pied au cul. Un truc qui booste. Absolument, mais c'est ça, Tu un vois, cadre. c'est un peu comme les coachs sportifs. Les programmes qu'ils te donnent et qui sont dispo pour 12 balles n'importe où sur Google. En Ouais, revanche, ouais. Voire gratuit sur YouTube. voire gratuit, tu vois. En revanche, quand tu as un coach, tu as un engagement. Tu dois venir à la salle, t'entraîner, ou à n'importe quel sport. Tu dois bien bouffer, tu dois envoyer des photos, etc. Et en fait, souvent, on achète ça. Donc, en fait, tu donnes beaucoup de valeur. Et après, les personnes t'apportent, soit c'est un SaaS qui va t'apporter du coup le passage à l'action, soit c'est un coaching qui va t'apporter le passage à l'action et la responsabilité, tu Tu as vois. la personnalisation aussi que ça peut t'apporter, que tu n'as Exactement, pas dans le exactement. contenu. Et Bien évidemment. donc, il n'y a pas de souci. Enfin, pour moi, je vois aucun souci, aucun frein. Et donc, on peut totalement rassurer tout le monde. Ça va bien se passer. Vous pouvez y aller. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, un truc, je sais que ça marche bien cette phrase. Si vous donnez pas de contenu gratuitement, vos concurrents le feront. De toute façon, c'est sûr. Donc, à C'est vous vrai. de voir si vous voulez. Et encore une fois, je dis ça comme ça, hein. Je suis loin d'être expert sur la thématique, mais de ce que je vois, il y a toujours une boîte à un moment donné qui se dit, OK, j'en ai marre de qu'il n'y a rien sur ma thématique et sur mon domaine, donc je donne du contenu. Et ceux qui donnent du contenu récupèrent le gâteau. C'est Absolument. Et je voudrais faire le lien quand même avec la vente. C'est que le contenu, c'est pas juste écrire du contenu pour écrire du contenu. C'est ce qui va permettre. Donc, alors, moi, j'aime bien dire réchauffer ou éduquer. Et toi, tu l'as très bien dit dans ton équation. C'est ce qui va faire élever la valeur perçue et la confiance. Et c'est deux éléments hyper importants de la vente. Après, il y en a beaucoup d'autres, hein. Une offre qui est bien en ligne, qui répond à un vrai problème. Voilà, moi, c'est mon dada, les offres. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut avoir la meilleure offre du monde si on n'a pas la valeur perçue et la confiance, eh ben, ça va être hyper difficile de la vendre, ou du moins beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, le contenu, c'est pas juste pour faire des vues sur LinkedIn ou sur n'importe quelle plateforme. Le contenu, c'est à destination de ses clients. Et moi, je vais juste rebondir parce que je voudrais pas effrayer tout le monde qui a entendu tes statistiques sur LinkedIn. Moi, je suis très, 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 très loin des statistiques de Thomas. C'est beaucoup plus humble. Et j'ai quand même beaucoup, beaucoup, à peu près 30% de nos prospects qui arrivent par LinkedIn ou qui ont écouté le podcast. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir une énorme communauté ou des milliers de vues pour que ça fonctionne. Bah, c'est carrément. super pour Thomas et Maxime et The Sales Lab. Ça fonctionne très bien pour eux, mais je vous rassure, à une moindre échelle, ça fonctionne aussi. Le tout, Carrément. c'est Bah, juste de s'y mettre, par contre. Ça, c'est du sûr coup, que si on fait rien, ça marche pas. j'ai une stat à te partager. Lancement du Sales Lab, il y a 1 an, enfin un peu plus d'1 an, mais en fait, moi, je reprends un compte LinkedIn à partir de zéro en septembre 2021. Donc, tu vois, c'était il y a un Il n'y an a et pas 2 mois. longtemps, hein, ouais. Euh, et à l'époque, j'avais 0 abonnés. Et pourtant, le lancement a cartonné. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à apporter la valeur directement. Et je pense qu'en fait, on a dû atteindre peut-être 40 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires le deuxième mois. Et à l'époque, j'avais, je sais pas, moins de 1000 abonnés, peut-être 700. Je devais faire 20-25 likes par post, pas plus, et 1500 vues, 2000 vues. Donc en fait, le gros avantage de LinkedIn, c'est que oui, après, il y a un truc exponentiel. Plus tu as d'abonnés, plus tu as d'audience, plus tu fais de business, c'est sûr. Mais c'est qu'en fait, dès le début, si tu apportes de la valeur, et tu vois, je vois des personnes qui ont, je sais pas, 500 abonnés, mais qui postent un contenu d'une qualité de ouf. Et ça me chauffe pour bosser avec ces personnes-là directement. Tu vois. Donc en fait, le gros Bah oui. avantage de LinkedIn, c'est que dès le début, si tu apportes de la valeur et beaucoup de valeur, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 1000 abonnés, de faire 10 000 vues par post, etc. C'est que tu peux vraiment faire du business rapidement. Encore plus potentiellement quand tu es une boîte qui est déjà connue. Et si tu es, tu vois, un salarié de cette boîte,
Tu te bases sur l'image de la boîte, tu apportes de la valeur sur ton domaine d'expertise, sur ton champ de compétences, et tu as moyen de faire des stats de fou. Ça, c'est Donc ça, royal. ouais, c'est hyper important ce que tu as dit, et c'est un super point. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés sur LinkedIn pour faire du business. Et d'ailleurs, souvent, tu as plein de personnes qui ont des milliers d'abonnés et qui ne savent pas forcément quelle approche avoir. Tu vois, c'est des réseaux qui sont créés sur X et X années. Donc non, tu peux demain créer ton compte en partant de zéro, ce qui est le cas de personne, parce que généralement, tout le monde a une petite base de allez, 400, 500, 700 abonnés, tu vois. Mais tu peux très bien te lancer et voir des résultats au bout d'un mois si tu postes régulièrement et si tu apportes de la valeur. Et de qualité, ouais, Ouais, absolument. clairement, bien sûr, de ouf. Donc non, non, super important. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup aussi d'avoir partagé autant sur ta vision de la vente pour les prochains mois et de ce que c'était cette année. Je pense que ça en a motivé plus un pour améliorer sa conversion par le contenu. Et Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et j'espère, ouais, en fait, je me dis à chaque fois, si ça motive ne serait-ce qu'une personne, c'est je, gagné. je pense que tu en motiveras un peu Ouais, ça peut plus être d'une. 2, 5, 10, tu vois. Le plus, c'est le mieux. Mais en vrai, ouais, il y a un vrai game. Et ce qui est hyper cool, c'est que c'est accessible à tout le monde. Tu vois, tu as juste besoin d'une connexion Internet, te foutre sur LinkedIn, un peu de jus de cerveau et cliquer sur publier. Et ça Et paraît, ça, normalement, tout le monde en a. Ça devrait voilà, aller. ça paraît une montagne, mais en vrai, c'est ultra accessible. Et en vrai, j'ai ultra hâte, tu vois, de voir ça arriver, de voir de plus en plus de contenu de qualité. Ben moi, j'ai hâte de découvrir encore plus de contenu chez toi. Je crois que la cloche est déjà activée, mais je vais continuer. Top. Un grand merci Thomas. Et ben, pour tout le monde, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de la série Go 2023. À très vite. Salut à tous.